faire des camps provisoires donc pour les républicains espagnols. Oui, c'est Les ça. républicains espagnols qui se Voilà, c'est réfugiaient cela. en France. D'accord. Donc ça n'a strictement rien à voir avec. C'est dans la guerre c'est la guerre d'Espagne, c'est dans Oui, oui. À 1938. l'arrivée au pouvoir de Franco, un grand nombre de républicains espagnols se sont réfugiés en France et comme on ne savait pas où les mettre, on a créé des camps en attendant qu'ils puissent trouver leur place en France. Donc vous étiez très jeune à l'époque. Oui, je suis né en 37. Vous aviez 2-3 ans. Enfin, vous étiez. J'avais 4 ans quand j'ai été interné, 4 ans Oui. et demi. Mais ce camp, destiné au départ aux Espagnols, et d'où la majorité des Espagnols sont partis dès qu'ils l'ont pu, dès qu'ils ont trouvé du boulot, Oui. logés, etc. On peut les laisser partir quand ils Oui, avaient oui, un oui, emploi. c'était pas un camp d'enfermement. Non, c'était un temps Un camp de d'accueil. transit en quelque sorte. A été transformé en camp d'internement Pour d'autres. à partir de Pétain. Pour quel genre de personnes à ce moment-là? Ceux que l'on appelait les indésirables, à savoir d'abord les juifs étrangers, ensuite les juifs français aussi, les tziganes, les antifascistes allemands, autrichiens. Mais vous-même, vous avez été concerné par quelle phase de cette GURS? La phase espagnole ou la phase Pétain? La phase Pétain. D'accord. C'était pendant la guerre. Bien sûr, oui. La phase Pétain. Alors, comment se présentait ce camp? Il y avait des baraques, c'était des baraquements, c'était des immeubles? C'était des baraquements en bois, recouverts de papier goudronné ou de carton lignée, qu'avaient construit eux-mêmes les républicains espagnols. Parce que quand on les a installés là, c'était un marécage. C'est ça. Et ils ont dû aménager cet espace pour pouvoir y séjourner jusqu'à ce qu'ils puissent le quitter et partir. Et nous avons bénéficié de ça. Et il y avait un accueil pour combien de milliers de personnes? Il y avait 2000, 3000 personnes à Gurs. Et là, à ce moment-là, c'était surveillé. On ne pouvait pas sortir quand on voulait. À partir du moment où c'était l'internement. À partir du moment où c'est devenu un camp d'internement, c'était surveillé par les gendarmes français. Et nous n'avons jamais vu d'autres surveillants, gardiens, que des gendarmes français. Et ça fait partie d'une multitude de camps d'internement, comme Drancy, qui ont été créés à l'époque de Vichy. Mais qui étaient dans la zone occupée. Là, en l'occurrence, c'était encore la zone libre. Ah, la Gurs, c'était la zone libre à ce moment-là? Et la frontière passait pas très loin, probablement. Pas très loin. Hein? Parce que les Allemands occupaient tout le littoral. Oui, mais pour le nous n'avons jamais vu d'Allemands. Donc vous étiez les victimes de la politique de Vichy directement? Absolument. Nous étions les victimes de la politique. Et donc vous étiez à titre de juif étranger, c'est ça? Ma mère était juive étrangère, elle venait de Pologne. Moi j'étais né en France, donc française. Mais on vous a quand même emmené à Gurs? Bien sûr. Je ne connais pas la politique. Une vérification d'identité, oui, c'était en 1942, je crois. Et nous y sommes restés 20 mois. La vérification d'identité faite par les gendarmes qui nous avaient arrêtés devait durer 3 jours et ça durait 20 mois. Oui. Et au bout de 20 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 20 mois, ma mère et moi avons eu des amis qui se sont portés garants de nous. Et c'est un peu une histoire compliquée. Nous étions, ma mère et moi, dans une espèce de no man's land administratif parce que nous avions figuré sur des listes de déportation vers Drancy, puis Auschwitz. Et ma mère avait fait un tel scandale parce qu'on voulait me séparer d'elle, moi enfant française, elle juive étrangère. Et elle a fait un tel scandale dans Baraque qu'il y a eu un début d'émeute. Le lendemain, nous nous sommes aperçus que nous étions rayés des listes quand ils sont venus ramasser de ces personnes désignées. C'était des gens excusez-moi de vous interrompre, c'était des gens c'était l'idée d'emmener les gens de Gurs à Drancy ou c'était de Paris à Drancy? Non, Gurs
Drancy, Auschwitz. C'est ça. Donc le départ vers Drancy ne s'est pas fait. Il ne s'est pas fait. Parce que vous avez Le départ ne s'est pas fait. Moi, j'ai longtemps cru que c'était qu'on nous avait rayé des listes et que de ce fait, nous étions dans une espèce de oui. Et c'était pas ça, finalement. En réalité, d'après ce que j'ai appris longtemps après, c'est que l'administration française était ce qu'elle était. Elle n'avait pas prévu suffisamment de camions pour déporter toutes les personnes sur les listes. Et comme le nom de ma mère commençait par un W, on était à la fin de la liste et nous n'avons pas été déportés. Mais je pense que nous avons été les seuls à avoir été rayés de liste. Alors finalement, vous êtes restés à Gurs? Finalement, nous sommes restés à Gurs jusqu'à ce que ses amis qui vivaient à côté de Grenoble se sont portés garants pour nous. Du coup, l'administration nous a laissé sortir. Mais vous étiez juif, toujours. Vous étiez considéré comme juif. Voilà. Et alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé à Grenoble? Vous êtes allé à Grenoble? Nous sommes allés à côté de Grenoble, dans un petit village qui est devenu une banlieue de Grenoble, Pont de Claix, rejoindre ses amis. Oui. Ma mère, qui était couturière, a très rapidement trouvé du travail. Très bien, et a rejoint la résistance. Elle était agent de liaison avec les réseaux de Grenoble, juifs de la MOI de Grenoble. Et nous avons séjourné à Pont de Claix avec cette famille amie jusqu'à la libération de Paris. Et aussitôt Paris libéré, nous sommes retournés à Paris. Donc finalement, vous n'avez pas été victime d'une politique Enfin, je veux dire que quand les nazis ont envahi le sud de la partie libre, il n'y a pas eu de problème non plus. Non plus. C'était l'administration française qui s'occupait de tout. Donc vous étiez... C'est à moi. Donc finalement, vous n'avez pas été spécialement inquiété pendant la période. Nous n'avons pas été inquiété. Non, simplement. On savait que vous étiez juif ou pas? Ou est-ce que vous étiez des juifs clandestins? À Pont de Claix, on a été protégés par la population. Ah, voilà. Parce que cette région-là a quand même été assez protégée, la Savoie, Oui, par la population, pas par l'administration. L'administration, non, mais la mairie, oui. Les curés, oui. Voilà, et la population aussi. Voilà. Et après, le reste de votre livre, c'est tout à fait autre chose. C'est après... Vous avez après la libération, vous avez vécu normalement, vous avez été à l'école, vous êtes scolarisé. Entendu, mais enfin avec, sans le savoir, tous les traumatismes du séjour d'une petite fille de 4 ans, 5 ans et demi, dans un camp qu'on appelait l'enfer de Gurs. C'est à Gurs qu'il y a eu le plus grand nombre de morts par suicide, inanition. Vieillesse, maladie, etc. Gurs était vraiment appelé l'enfer de Gurs. Quand vous nourrissez pas, qu'est-ce qui était si toxique à Gurs? Les rats, le climat, la boule en hiver, le froid, la trop haute chaleur, la saleté, une alimentation des plus défectueuses. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que Gurs du même type à cette époque? Oui, il y avait Rivesaltes, il y avait Bonne-la-Rolande ailleurs, dans il les y avait Pyrénées-Orientales ailleurs, il y avait presque 300 camps en France. 300 camps. L'un dans l'autre, qui ont été tenus par les autorités françaises. Oui, mais c'était uniquement des juifs qui n'étaient pas de nationalité française. Pas seulement des juifs qui n'étaient pas de nationalité française, ensuite c'était même des juifs de nationalité française. Oui. Comme je vous l'ai dit, des réfugiés antifascistes. Ah oui, d'accord. Comme des Italiens. Et à ce titre-là, ils pouvaient être juifs. Toute l'Europe centrale et orientale qui s'était retrouvée en France comme des écrivains et d'autres, ont été mis dans des camps, les homosexuels, les tziganes, les gitans. Dans la baraque en face de la nôtre, qui était une baraque de femmes et d'enfants, il y avait une baraque de gitans. Certains disent que c'est qu'en internement,
On préfigurait les camps d'extermination, quelque part. On préfigurait l'extermination, on la préparait. Non, mais je veux dire qu'il y a eu la guerre. Je crois qu'il y a eu des camps en Afrique du Sud. Enfin, il y a toute une histoire des camps, en fait, qui a précédé les camps de concentration. Oui, mais les camps français ont précédé l'extermination. En général, on envoyait d'abord à Drancy et ensuite des trains partaient vers... Non, mais dans un premier temps, c'était des... Vous avez parlé, à l'origine, Gurs, c'était pas un camp d'extermination. Donc, ils ont été reconvertis, ils ont été recyclés. Évidemment, mais les autres camps n'ont pas été reconvertis, ce n'est pas nécessaire. Ils ont été créés. Mais la mémoire en a été gommée. Et physiquement, Gurs n'existait plus, avait été complètement détruit et recouvert de broussailles, de forêts, etc. Et seul subsistait le cimetière et une association qui s'est créée à Pau de la mémoire de Gurs. Ça a fait revivre Gurs, enfin. Qui a fait revivre la mémoire. Mais pas l'archéologie, on n'a pas retrouvé. Non, il y a des photos. Il y a des photos. Il y a des photos, il y a des ouvrages qui ont été écrits à ce propos. Bon. Et c'est à la suite d'un des ouvrages d'ailleurs que des membres de cette association ont pris contact avec moi pour me demander d'en parler. Et ils ont revitalisé Gurs en recréant la mémoire de Gurs à travers cette association et un bulletin. Ils sont en train de construire un musée avec des photos, des cartes postales, du courrier, des objets qui ont été fabriqués à Gurs. Et ce sont des jeunes, des apprentis, qui sont en train de construire à l'identique la baraque qui sert de modèle des baraques. On organise des visites à Gurs comme on en organise à Auschwitz. Voilà. Et vous-même, vous y êtes revenu Moi, je ne fais pas de pèlerinage. Alors dites-moi vous-même, quelles sont les séquelles de cette période sur votre psychisme, sur votre comportement, sur votre histoire à venir une espèce de haine de l'injustice que l'on peut faire à un enfant de 4-5 ans en la mettant, sans qu'elle sache pourquoi, dans un camp, alors que sa mère, parce que mon père n'était pas là, sa mère n'avait rien fait de mal. Oui. Mais votre mère vous a expliqué l'horreur et le mépris qu'il y a envers les gens qu'on interne et le besoin de me battre contre ça. Mais votre mère, elle parlait quelle langue finalement? Mes parents, séparément, ont émigré de Pologne au début des années 30. Ils vous ont élevé dans la langue polonaise? Non, pas du tout. Moi, je suis né en France et je parle que le français. On pourrait imaginer quand même qu'ils avaient... Non, je comprenais le yiddish, mais c'était la langue interdite. Oui. Langue interdite où? En France ou à Gurs? Mais une fois que la France a été occupée, c'était la langue interdite, le yiddish. Ah d'accord, le yiddish est interdit. C'est un peu comme si vous portiez l'étoile jaune. D'accord. Simplement, ma mère et moi, nous n'avons jamais porté l'étoile jaune. C'était quelqu'un qui parlait yiddish en France, il était sous le coup de la loi? Juif. Oui, d'accord. Dans un camp. Mais tous les juifs n'étaient pas forcément envoyés dans des camps. C'était des juifs étrangers. Parce qu'ils sont passés à travers les mailles du filet. Il y avait l'étoile jaune, il y avait des choses comme ça. Moi, je n'ai pas porté l'étoile jaune, ma mère non plus. Les juifs qui n'ont pas été envoyés dans des camps, ils ont eu de la chance, ils sont passés entre les mailles du filet. Vous savez quand même que la plupart des juifs français n'ont pas été exterminés. Les 2 tiers. Bon, donc ceux-là... Grâce à la population française. Mais ils étaient quand même moins menacés quelque part par la police ou Ils étaient tout aussi menacés par l'administration française. Le Veldi, par exemple, ça a surtout concerné des juifs étrangers, je crois. Il me semble. Oui, peut-être. Et alors C'est apparemment une politique différente de l'État de Vichy par rapport aux différentes catégories de juifs. L'État de Vichy a considéré que c'était très humain de déporter les femmes et les enfants et pour pas séparer les familles, autrement dit on les exterminait ensemble. Oui, d'accord, oui. Bon,
on ne va pas épiloguer là-dessus. Vous-même, vous êtes sociologue. Mais, Dans quel domaine de sociologie vous êtes exercé alors, madame? alors, j'ai commencé à écrire des reportages à une époque où j'ai séjourné en Algérie, après l'indépendance, tout de suite après l'indépendance de l'Algérie. Ah, d'accord. Et en revenant en France, j'ai cherché du boulot, j'en ai pas trouvé. J'ai commencé à faire des enquêtes à mes frais, quoi. Oui. En Donc, freelance. En freelance. Et j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Le Nord, sur le Nord-Pas-de-Calais, à savoir conditions de vie, de travail et de loisirs d'ailleurs des mineurs et des ouvrières des textiles. À la suite de quoi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Un ouvrier parle, qui a été publié d'abord par les Temps modernes, Oui. ensuite qui a été repris par Le Seuil, qui m'a demandé de faire une enquête sur les travailleurs immigrés, mais quelque chose de relativement bref, comme Un ouvrier parle. Témoignage. Et moi j'ai commencé une enquête qui a duré 2 ans, qui a donné lieu à un énorme pavé qui s'appelle Les travailleurs étrangers en France. Ça, c'était de vous? C'était un collectif? Non, c'est moi toute seule oui. qui suis allée dans les bidonvilles, dans les cités de transit, dans tous les lieux où vivaient et travaillaient les immigrés, et qui a servi de base pour beaucoup de chercheurs ensuite qui se sont intéressés à l'immigration. Et puis de fil en aiguille, j'ai Vous êtes arrivé à Kaboul. Pardon? Vous êtes arrivé à Kaboul. Je suis arrivé à Kaboul, oui. Parce que de fil en aiguille, j'ai travaillé sur les femmes en islam. J'ai publié 3 ouvrages. La femme dans le monde arabe, La femme voilée, Le Coran et les femmes. Non, malheureusement, on n'a pas mis votre bibliographie. De bibliographie. Le Coran et les femmes. Et je suis devenue, comme j'étais féministe, j'ai rejoint un groupe, une association de femmes de soutien aux femmes afghanes. Voilà. L'association s'appelait Négar. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'apprendre l'arabe avec tout ça? Une langue que je n'ai jamais pu intérioriser, alors que j'ai appris le russe et le chinois. Oui. Donc vous parliez dans... Mais la trajectoire de ma vie m'a éloigné du russe et du chinois, même si je suis allé en Russie et en Chine. Et ma trajectoire vers les femmes musulmanes m'a amené jusqu'à Kaboul, après le départ des talibans. Alors quelles sont les grandes lignes de votre travail sociologique? Vous avez une théorie sociologique? Vous avez une... Moi, je ne suis pas une théorie. Vous avez une typologie? J'ai plutôt des typologies, mais pas une théorie. Donc je ne suis pas une gourou, j'ai pas... D'accord. Alors votre typologie, c'est... L'injustice. Toujours cette idée... L'égalité des droits, l'injustice. Et donc le statut des enfants, le statut des femmes, dans ce genre de... Oui, enfin, dès qu'on parle des femmes par la force des choses et de l'éducation, on parle des enfants. Voilà. Bon, on devrait pouvoir parler des enfants quand on parle des hommes, sauf que les hommes les oublient très souvent. Vous, justement, en tant que sociologue, pour essayer d'élever le débat, en tant que sociologue, comment expliquez-vous j'ai une question peut-être un peu trop large, mais comment expliquez-vous la condition féminine? Quelles en sont les causes? Quelles en sont les conséquences? Quel est l'avenir des femmes? Est-ce que ça va changer? Le statut des femmes, me semble-t-il, est lié au fait qu'elles enfantent. Oui. Et que les hommes ont besoin d'être sûrs que l'enfant naît et de leur propre progéniture. Donc le contrôle sur les femmes, oui, et le pouvoir. Le pouvoir. Et ça stérilise leur capacité créatrice aux femmes? Oui. Non, elles créent autrement, elles créent d'autres choses. Oui, justement. Mais non, simplement on n'en parle pas. Qu'est-ce que c'est que cette création? Justement, j'en parlais avec une de vos collègues, docteur, je ne sais pas comment elle s'appelle, une dame très intéressante. Comment elle crée autrement? Ça veut dire, elle en parle aussi de ça, que les femmes ont une autre façon de créer.
C'est un thème qui Vous revient savez, apparemment. par exemple, aujourd'hui, depuis de longtemps, un bon restaurant a pour chef un homme en cuisine. Les femmes ont créé la cuisine. Les chefs ont... Et d'ailleurs, elles apprennent souvent plus la cuisine quand elles sont enfants que les Parce garçons. qu'on leur attribue le rôle C'est destiné oui, c'est ça, c'est paradoxal. socialement aux femmes. Non, c'est pas Non, parce que paradoxal. pourquoi alors, c'est elles qui apprennent la cuisine et c'est les hommes qui sont Voilà, les chefs. qui en bénéficient et C'est qui ça. en deviennent des chefs. Aujourd'hui, c'est en train de tourner, il y a des Oui. femmes chefs, mais jusqu'à récemment, on ne parlait que des hommes. Et pas de leur grand-mère qui leur avait appris à faire... Alors ces chefs, ils ne méritent pas d'être des chefs. Ils méritent d'être chefs par la qualité de leur travail, Oui, mais à l'origine, ils l'ont appris chez une femme. oui. Je parle de la cuisine, je pourrais D'autres- parler d'autres- oui, de d'autres aspects, la oui. couture, je pourrais parler de la broderie, La coiffure, des dentelles, du tissage, les grands couturiers aussi. Oui. de la poterie. Donc ça vient des femmes et c'est repris par les hommes. Dès que c'est valorisé, c'est repris par les hommes. D'accord. Dès que c'est valorisé. Et on s'aperçoit que dans les métiers qui se féminisent de plus en plus, par exemple, les salaires baissent. Ils n'augmentent pas aussi vite que Oui. s'il s'était agi des hommes. Mais Ni les promotions d'ailleurs. oui. Voilà votre approche. Donc vous n'êtes pas pour une essentialisation, mais vous pensez pas que vous n'êtes pas pour l'essentialisation de la différence. Certainement pas. Voilà. Moi, je pense que les études sur le genre Oui. sont absolument fondamentales. Ah voilà. Fondamentales. Je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. J'assistais à une conférence d'un soi-disant biologiste, médecin, psychanalyste sur le cerveau des hommes, le cerveau des femmes. C'était le thème de la conférence. Oui. Et il a terminé son exposé avec moult termes évidemment scientifiques, peu importe, Oui. sur le goût de la couleur. Oui. Et il disait, les femmes aiment les couleurs chatoyantes, voyantes, agréables, jolies. Oui. Et les hommes recherchent plutôt une couleur sombre, oubliant complètement ce que le 19e siècle avait apporté dans la culture occidentale masculine et féminine. Et malheureusement, moi, j'ai dû partir avant le début du débat. Mais moi, j'avais envie de lui demander si Louis XIV était une femme. Oui. Non, mais souvent les explications, il y a une différence, il y a des explications qui sont parfois contestables, mais les faits restent quelque part. Il y a des faits qu'on ne sait pas expliquer aussi. Des faits qu'on ne sait pas expliquer. Mais quand on nous dit que le goût des hommes va vers Oui, c'est pour ce que je vous dis, les explications sont parfois discutables. elles sont ridicules. Oui, elles sont ridicules, Ils sont mais ça ne veut pas dire ridicules. que Si ça on veut a pas un dire que peu ce qu'on de- veut expliquer n'existe pas. Ça veut dire qu'on l'explique Si on mal. a un peu de connaissances historiques, si on a un peu de connaissances artistiques, bref, si on a un peu de culture, on sait à quel point des affirmations de ce genre sur les femmes aiment les couleurs chatoyantes Oui, d'accord, oui. et les hommes les couleurs sobres est faux. Oui, mais je vous dis, mais ça, Et oui, à quel point c'est faux. ce sont des explications qui sont fausses. Mais c'est pas seulement les explications, puisque lui, il attribue ça au cerveau différent entre les hommes et les femmes. Petite différence, mais quand même des différences. Oui, quand même, oui. Oui. Vous allez dans le tiers-monde, vous voyez combien les hommes portent des vêtements chatoyants au même titre que les femmes. Au même titre que les Oui, mais femmes. on voit bien, même les Africains, on voit bien souvent même à Paris. Ils ont le goût des couleurs chatoyantes. Mais je vous donnais cet exemple parce qu'il me paraissait, si Oui, vous bien voulez, sûr. le plus Oui, mais parlant. non, mais je vous dis, on peut toujours ironiser sur les explications des uns et des autres sur un phénomène. Mais quand on se prétend scientifique, on ne donne pas des explications aberrantes. Oui, mais le problème, c'est que actuellement, la plupart des explications qui sont données sont aberrantes, de toute façon, d'un côté comme de l'autre. Même les vôtres, quelque part, bon, elles sont pas. Vous n'expliquez pas totalement le phénomène.
Mais je ne prétends pas expliquer Voilà. totalement le C'est ça. phénomène. Donc, Moi, en tant que sociologue, qui ai besoin de l'histoire pour comprendre une société, de son économie, de sa situation géographique, qui ai besoin de sa culture pour pouvoir comprendre comment elle a abouti à ce qu'elle est aujourd'hui, je n'affirme rien d'autre que ce que je constate et ce que j'ai appris. oui, Et je transmets ce que j'ai appris. Mais je ne me prétends pas avoir la connaissance voilà, c'est ça. définitive Donc, et totale. sur ce sujet-là, on a encore beaucoup à apprendre, peut-être au niveau des neurosciences, au niveau même biologique. Il y a des... Bien entendu. Simplement, quand on a affaire à un personnage qui utilise soi-disant les neurosciences pour affirmer cette différenciation et la conforter en quelque sorte, par conséquent, vous vous dites, vraiment, c'est un imposteur. Mais par exemple, prenons l'histoire de la musique, par exemple. Je sais pas, vous êtes peut-être mélomane, vous allez peut-être au concert. Oui, bien sûr. 95% des programmes de concert, ce sont des hommes. Ce sont des auteurs masculins, ce sont des compositeurs. Comment vous expliquez ça? Parce que Alors qu'au 19e siècle, beaucoup de jeunes femmes apprenaient la musique, apprenaient le piano. faisait beaucoup de musique. Et parce que probablement que le pouvoir des hommes faisait en sorte qu'on occultait ce que les femmes pouvaient créer. Oui, Georges Sand s'appelait Georges comme oui. un homme et s'habillait parfois en homme pour Oui. se faire reconnaître. oui. Non. Et combien de femmes que nous ne connaissons pas Oui. ont été C'est contraintes ce qu'on appelle les femmes à oubliées. à ce genre de subterfuge. Oui. Je Mais parle des néanmoins- femmes oubliées. Oui, c'est ce qu'on fait. On fait des listes maintenant de femmes oubliées Oui. qui ont publié d'ailleurs, qui ont fait des choses de leur... Mais évidemment, mais Non, pour il y a beaucoup Louise d'écrits. Labbé Il ou y a beaucoup d'autres de, femmes. non, mais il y a beaucoup de femmes qui ont publié, mais qui sont oubliées. C'est-à-dire que le problème, c'est que leurs œuvres ne durent pas. Elles vont ressortir bientôt. Parce que beaucoup de femmes sont conscientes de la chose et font des recherches. Oui. Et il y a de très très bonnes chercheuses parmi les femmes qui vont enfin finir par émerger. Parce que vous êtes au courant, il y a toute une sociologie féminine sur le... Enfin, il y a beaucoup de sociologues qui ont écrit sur les femmes et qui ont essayé de comprendre le phénomène des femmes, etc. Heureusement, enfin, Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les conclusions de ces travaux la conclusion, c'est qu'il y a beaucoup encore à se bagarrer pour faire en sorte qu'une égalité réelle Oui. arrive, en reconnaissant les différences de sexe, mais en les considérant comme non définitivement pertinentes. Et alors justement, Madame Massès, le judaïsme, les religions sont aussi responsables quelque part de cette histoire des hommes et des femmes, et notamment dans le judaïsme, dans l'islam. En particulier, toutes les monothéistes, tous les monothéismes Oui. sont Alors responsables. comment vous expliquez ça? Et est-ce- Il y a la chaîne catalane qui vous attend. Ah, très bien. On va terminer. Oui, d'accord. Donc finalement, sur cette question du monothéisme, le monothéisme est porteur d'un certain maintien des femmes dans l'infériorité, Évidemment. dans la séparation. Et c'est pas par hasard que les propos des femmes rabbines qu'on entend maintenant Oui. sont passionnants, parce qu'elles remettent en avant l'existence des femmes et les actions des femmes. Et elles analysent les textes fondateurs d'une Vous pensez autre façon. à Delphine Orviller, vous pensez? Évidemment, Oui. évidemment, une grande dame. Bon, merci beaucoup, Juliette Mansay. Je crois qu'on vous attend.